Nous sommes avec Pierre Hillard pour les non-alignés suite à votre excellente conférence que vous venez de donner. Donc pour cette interview, je vais sur un fil conducteur qui est cette notion du glocal, qui est centrale dans le mondialisme. Donc pour partir donc de la dimension régionale jusqu'à l'universel en fait, pour développer le mondialisme. Donc, donc en commençant sur les régions, on voit actuellement avec la Catalogne et la Flandre l'application du droit des minorités en fait, à disposer d'elles-mêmes, ou quel est l'arrière-fond du processus en cours en fait? Émancipation ethnique, émancipation politique. Les régions ont de plus en plus de pouvoir et donc on voit ces régions prendre la poudre d'escampette et s'échapper de l'autorité étatique traditionnelle pour en fait se jeter dans le piège européen de Bruxelles et de Francfort, parce que c'est ça qu'ils semblent ne pas avoir compris. Je dis bien semble parce qu'en fait beaucoup sont au courant de la chose, c'est qu'en fait ils vont passer d'un État à un autre. L'État espagnol, c'est la Catalogne qui va échapper à l'Espagne pour être prise dans les filets du système européiste. Pareil pour la Flandre belge, pareil avec l'Écosse. Donc en fait, ils vont se retrouver avec un maître bien plus dur, parce que on peut reprocher peut-être certaines choses aux États espagnols, belges, tout ce que vous voulez, mais là, l'Union européenne qui se fiche éperdument des régionalismes et des identités et qui utilise ça comme on utilise un chiffon rouge pour exciter le taureau, le taureau après on le tue. Et ces régions-là vont passer à la trappe du mondialisme, c'est-à-dire être soumises au lobby, et là l'émancipation ne sera plus possible. Là, il se jette dans les bras de l'ennemi, mais bon. Oui, parce que derrière, il y a peut-être les volontés des élites de détruire, de défaire les États-nations, mais il y a aussi des vraies volontés populaires, peut-être de retrouver un sens communautaire face justement même à ce qu'ont installé les mondialistes justement. Alors ça c'est la réaction saine, mais réaction saine, c'est vrai, défendre le terroir, moi personnellement je suis archi pour, mais terroir qui en fait, l'habileté du système c'est de reprendre, de canaliser un mouvement sain en direction d'une destination malsaine qui est la matrice mondialiste. Et les gens ne comprennent pas que le mal peut se parer des apparences du bien. C'est pas parce que l'apparence est bonne que le fond l'est. Et les gens se font avoir sous prétexte de respect des identités, des diversités, chose tout à fait honorable qu'il faut propager et lutter contre l'esprit unificateur jacobin. Ils n'ont pas compris que le système présentait un autre masque qui allait croquer ces gens-là. Mais la nature humaine a ce don de se faire avoir à un degré. Bon. Oui, parce que depuis la Révolution française, les élites étaient plutôt justement jacobines, c'est-à-dire elles écrasaient, notamment en France, les identités régionales. Et donc, dans l'esprit de ces gens, c'est finalement se libérer en fait. Se libérer d'un capot pour un autre, mais encore mieux doté, avec des miradors de première qualité. Les gens n'ont pas compris qu'en fait, il y avait un transfert d'un camp de prisonniers à un autre. Simplement, l'autre est plus grand, plus vaste, plus spacieux, plus subtil dans la perversité. La nature humaine est indécrottable. Parce que donc il y a cette notion justement sur le. Donc vous avez parlé d'un document du B'nai B'rith sur sur la protection des minorités. Oui, la thèse de Nathan Feinberg, alors 1929, comment qui est sur Internet d'ailleurs. Donc est-ce que les minorités sont-elles forcément instrumentalisées, presque toujours, dès qu'elles ont dès qu'elles veulent accéder à une revendication de nature politique, est-ce que forcément elles vont tomber là-dedans, ou est-ce qu'il ne peut pas exister un régionalisme ou un irrédentisme anti-mondialiste? Il faut de l'argent, il faut des moyens. Et si on veut peser, il faut avoir ces moyens, et il n'y a que le système qui l'offre. Il faut voir aussi que le système peut tromper des gens de bonne foi, et je pense en particulier, par exemple je pense au mouvement des identitaires, qui à l'origine défendent des valeurs, défendent des identités bretonnes, alsaciennes, tout ce que vous voulez, mais je suis archi pour.
mais qui n'ont pas compris qu'en se ralliant, pour certains en hybride par exemple, ils se fourvoyaient. Il y a par exemple F de Souche qui est très fort pour dénoncer l'action des musulmans, mais qui est d'une modestie, d'une pudeur extrême quand il s'agit de dénoncer des choses négatives commises par des juifs. Eh bien, on voit par exemple F de Souche qui a été en liaison avec le Naïbri de Paris, Atikva 75, en liaison avec les Naïbrites. Et je crois qu'en tapant Atikva 75, Naïbrite, F de Souche, je crois qu'on peut retrouver le document. Donc on a envie de dire à ces gens-là, il faudrait quand même éviter de s'éparpiller. Mais peut-être qu'ils se sont récupérés depuis et qu'ils le regrettent amèrement. Ce sont souvent des gens qui font le raisonnement, en fait, qui pensent que en fait, ce qu'ils appellent assez grossièrement l'antisémitisme a finalement cloisonné la droite radicale dans un ghetto duquel il convient de sortir. Et voyant un petit peu peut-être, comme le discours sur l'islam un peu commence à avoir pignon sur rue de par certains juifs médiatisés comme Finkielkraut ou Zemmour ou des gens comme ça, ils se disent en passant par là, peut-être qu'à la fin on arrivera à amener le vrai discours. Enfin, je sais pas, je vois ça un peu. Alors d'abord, l'antisémitisme est à combattre. On n'a pas à être antisémite, on a à combattre des idées, on n'a pas à combattre les personnes. Donc les imbéciles qui se sont jetés dans l'antisémitisme, en plus de la faute morale, on doit. C'est pas parce que les gens ne font pas la distinction entre la personne et les idées. Je n'aime pas le protestantisme, mais c'est pas pour autant que je vais détester l'homme protestant qui, à titre personnel, peut être très agréable, très plaisant, en faire un ami. Je pense en l'occurrence à un ami protestant qui connaît parfaitement mes idées et qui sait bien que je n'aime pas le protestantisme, mais on distingue la personne des idées. Et l'antisémitisme est à condamner, c'est une faute, mais on doit combattre en revanche l'esprit du judaïsme qui cherche à s'imposer aux dépens du catholicisme. Je suis désolé, la France elle est catholique, elle n'est pas juive. Oui, mais enfin, on peut considérer aussi qu'après les idées portées par des groupes constituent des identités qui deviennent collectives. Et là on n'est plus face à un individu, mais face à des groupes constitués aussi. Donc c'est la problématique. C'est comme, ça peut être pareil avec n'importe quel groupe, avec une minorité musulmane ou une minorité judaïque. Disons qu'actuellement le mondialisme cherche à créer des groupes culturels opposés en France, en Espagne, en Italie, enfin dans tous les pays européens, et à favoriser les chocs au maximum pour créer une tension, et une tension, si possible, se traduisant par des guerres entre l'Occident et l'Orient, quitte pour cela à sacrifier Israël, parce que même au sein du mouvement juif, il y a des rivalités internes entre les pros et les anti-sionistes, et Israël peut passer un très sale quart d'heure comme la noix dans le casse-noix. Et en fait, c'est une forme de délire. C'est-à-dire que le sioniste sincère, on pourrait dire, se ferait aussi manipuler que le salafiste sincère ou que l'identitaire sincère. Ou que ne voyant pas l'arrière-fond, chacun ils sont prêts à sacrifier même les gens de leur propre communauté pour... c'est le principe qu'on voit chez les rabbins Isaac Luria ou Sabbatai Tzvi, le Messie, et Jacob Frank, la rédemption pour le péché, le mal pour le bien. C'est-à-dire que prêt à toutes les perversions, tous les coups bas pour obtenir un idéal bien pour eux. C'est très pervers. Et donc une dernière chose sur cette, parce qu'on a du mal, on articule souvent, on a le mondialisme, on imagine une volonté de tout niveler, de tout mettre au l'égalitarisme, et puis justement des minorités donc différenciées qui résisteraient à ça. Et en fait, vous expliquez que finalement, c'est un peu les deux choses se sont tenues, parce qu'en fait, par exemple par ce document de Naïbrite, on se rend compte que le droit des minorités, tel qu'il a été après théorisé justement par les Américains, même pour s'imposer en Europe, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et finalement c'est tenu des deux côtés en fait, autant par la tenaille est tenue des deux côtés. Voilà. Oui. Parce que par exemple les nationalistes allemands, après le traité de Versailles, retournaient cet argument du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes contre les Américains justement, et contre Et je vais même aller plus loin, les nationalistes et pan-germanistes allemands dans les années 20
dirigé à l'époque par Ewald Amender. On travaillait main dans la main avec les Naïbrites. Vous avez un ouvrage de 1930-31 rédigé par Ewald Amender sur toutes les minorités d'Europe, en particulier l'Europe centrale, les minorités hongroises, lituaniennes, allemandes, en Tchécoslovaquie, et les minorités juives. Et pour la collaboration avec tous ces dirigeants, Ewald Amender, qui était donc du courant pan-germaniste, a travaillé avec Leo Matskin, qui était le patron du groupe des Naïbrites au traité de Versailles pour la protection des minorités. C'est très curieux, enfin très curieux, non, c'est pas curieux du tout, mais de voir les mouvements pan-germanistes travailler avec les mouvements juifs. Il y a parfois des ententes. De toute manière, n'oubliez pas qu'on est juif par la mère, qu'il y a une vision ethnique pareille dans le monde germanique. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir pourquoi il y a tant de difficultés à obtenir la nationalité israélienne pour les non-juifs. Pourquoi il y a certains qui auraient... On peut devenir français très facilement, en espagnol aussi, mais pourquoi d'autres c'est plus dur? Il y en a qui sont plus égaux que d'autres, enfin on pourrait peut-être se poser la question. Mais parce que c'est ça un peu là on est au centre de questions qui sont souvent débattues chez les nationalistes, c'est est-ce que enfin, la question ethnique, donc vous la montrez comme quelque chose qui est instrumentalisé régulièrement? Oui, pour la gouvernance mondiale, parce qu'il faut casser les États pour les rendre plus digestes à la sauce mondialiste. C'est-à-dire qu'il faut concasser, émietter, et quand on émiette, on digère plus facilement. Et cela rentre dans cette vision propre à la synagogue, de cette unité dans la diversité, de la diversité dans l'unité, pour les rendre, ces diverses populations ethniques, plus digestes à la loi du noachisme, lui-même soumis au peuple prêtre, le judaïsme intermédiaire entre les gentils et le Dieu unique. Mais parce que pour résister à un groupe organisé qui veut vous défaire, est-ce qu'il ne faut pas justement soi-même avoir une identité collective à laquelle on se sente appartenir, quelque chose qui dépasse notre simple individu? Donc est-ce que c'est un petit... Parce que souvent, par exemple sur l'Allemagne finalement, ou sur même la germanité, vous l'incluez dans quelque chose, dans une partie du projet en fait. Mais pourtant, ceux qui ont été le plus détruits par les anglo-saxons, ce sont quand même les Allemands au cours du XXe siècle finalement. À deux reprises, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, et on voit depuis la fin du XIXe siècle, le concurrent principal sur le continent européen, c'était plus les Français depuis l'époque de Napoléon, c'était les Allemands. Donc c'est eux qui ont été mis à genoux aussi, même après guerre. Malheureux vaincus. Si Hitler avait pu envoyer ses chars à Londres, les Anglais prenaient une dégelée. J'avoue que j'aurais pas été contre, ça aurait fait les pieds, mais enfin bon, allez, je me reprends. En fait, vous avez eu une opposition entre l'Empire des mers, la thalassocratie anglo-saxonne, et l'Empire terrestre. Bon, il y a eu un gagnant, il y a un vaincu. Je pense que si l'Allemagne nazie ou l'Allemagne du Deuxième Reich, durant la Première Guerre mondiale, avait gagné la guerre, je pense que les Anglais ils en auraient ramassé plein la figure. Je rappelle quand même que si l'Allemagne nazie avait réussi à envahir l'Angleterre en 1940, il était prévu d'évacuer sur le continent européen, donc, toutes les populations, enfin les mâles, populations mâles anglaises de 18 à 45 ou 50 ans. Donc on aurait eu une armée de roast beef par paquet de millions en France, en Italie, enfin répartis. C'était le projet, hein. Donc les Anglais, ils auraient dégusté. Là, ce sont les Allemands qui ont perdu, et ils ont perdu, entre autres, leur germanité en Silésie, en Poméranie, en Prusse orientale. Ça, c'est, je veux dire, on est sur Terre, il y a un fort, malheureux vaincu, et celui qui gagne ramasse la mise, et celui qui perd, pour remonter la pente, peut-être que dans 100 ans, dans 200 ans, mais là, de ce côté-là, je n'accuse pas les Anglais, ou le monde anglo-saxon. Depuis que le monde est monde, il ne faut pas perdre, malheureux faible. Oui, mais sauf que la vision du monde qui a vaincu nous emporte maintenant avec elle vers quelque chose qui est complètement fou. J'allais dire, pour remonter à la source, il ne fallait pas que la France se casse la figure en 1789, parce qu'après 89 et la mésaventure napoléonienne, la France en 1815 est épuisée, et là l'Empire britannique peut conquérir le monde et imposer sa marque. Tant que les Français
s'opposer aux Anglais, je pense à Louis XVI avec sa marine. Il ne faut pas oublier que Louis XVI est le seul roi de France à avoir battu sur mer les Anglais. Jamais les États-Unis n'auraient existé sans l'appui français. Il y avait un début de peuplement catholique français en Nouvelle-France. La faute de la monarchie française, c'est de n'avoir pas su peupler ce continent nord-américain. Imaginez non pas les 9670 Français qui vivaient en Nouvelle-France en 1681 au moment du recensement, mais imaginez 10 fois plus. Avec leur natalité très forte, on aurait eu des millions et des millions, peut-être 50 millions ou 70 millions de francophones au Canada. Ça changeait l'avenir du continent américain, nord-américain, l'avenir du monde. La démographie et la religion, ce sont les deux éléments à contrôler. Donc ça, c'est un peu l'Uchronie, l'histoire avec des signes. Ah oui, mais il y a des moments où il y a un croisement. Les rois de France n'ont pas compris que l'Amérique du Nord était une immense Europe quasiment vide. Les anglo-saxons, par racisme, ont éliminé une bonne partie des Indiens et ont peuplé de leur population avec l'esprit qui va avec, le protestantisme et le fond philosophique qui va avec, la maçonnerie. Et c'est une immense Europe avec des ressources immenses, mais avec une tourne d'esprit délétère qui a agi en faveur du Nouvel Ordre mondial. En fait, le Nouvel Ordre mondial, il est né suite à la défaite de la France en 1763 avec le traité de Paris. Bon, mais simplement, c'était vraiment le germe. Mais à partir de là, puis Napoléon, comme disait Bainville, sauf pour la gloire, il eût mieux valu qu'il n'existât point. Mais donc ça c'est donc pour l'histoire avec des si un peu, mais donc maintenant à l'heure actuelle, les moments, je suis pour l'Uchronie, vu la situation actuelle, mais bon, allez, on revient sur terre. Mais justement, vous, la situation actuelle, vous la dépeignez comme une situation sans issue finalement, au niveau politique. Oui, il ne faut pas s'exciter, vaut mieux prendre une bière et aller à la pêche, ou lire un bouquin. Mais parce que cette idée de la thalassocratie qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, et qui, par exemple, ça avait été un peu expliqué par un géopoliticien qui s'appelle Jordis von Lausen, voilà, et qui lui a assez pour un germaniste peut-être dans l'esprit. La vision terrestre. Oui. Voilà, terrestre, et lui il disait que finalement le centre de résistance terrestre est passé de la France, puis de l'Allemagne, et puis finalement de l'Allemagne vaincue, maintenant à la Russie. L'Eurasie, c'est le Heartland, la zone pivot comme définissait Mackinder. Voilà, c'est ça. Et toute la politique anglo-saxonne, c'est d'empêcher l'unité du continent eurasiatique, soit par la France, l'Allemagne, puis maintenant la Russie. Bon, ça, là, je n'accuse pas les anglo-saxons, ils font leur boulot. Moi, je serais anglais, je serais pour ça. Hein. Mais quand même. Mais sauf que vous dites que toute unité européenne ou eurasiatique est forcément dans la morphologie du mondialisme, dans l'architecture qu'ils sont en train de mettre en place. Alors, dans le cas de... Alors, il y a deux types d'union. Il y a l'Union européenne. Alors, celle-là, les racines sont délétères. Et puis, vous avez l'Union eurasiatique qui a été lancée par Vladimir Poutine à la fin de l'année 2011 et qui est supranationale, comme il le dit lui-même. Et puis, je ne peux pas croire qu'un système aussi pervers que le communisme n'ait pas laissé des métastases dans le système russe. Je ne peux pas croire. Et puis aussi les origines, aussi. Il faut voir aussi tout ce qui tourne autour de Vladimir Poutine. Le judaïsme joue un très grand rôle au niveau de l'équipe des oligarques qui entourent Poutine. Donc il est quand même intéressant de voir leur action. Je ne pense pas que ça soit en faveur de l'idéal de la civilisation russe. Parce que pourtant on a l'impression, par exemple, une recrudescence de l'orthodoxie en Russie. Poutine lui-même a été baptisé jeune, donc déjà en termes d'esprit, ça quand même, il a peut-être été, a reçu une influence de sa famille et tout. Donc, après, est-ce qu'on peut pas penser qu'il peut y avoir une forme d'essayer de redresser la barre progressivement plutôt que d'affronter frontalement un ennemi qui est trop fort? Peut-être qu'ils se disent, on va essayer d'orienter la machine actuelle vers quelque chose qui est plus qui va plus dans notre sens. Parce qu'il promeut, s'il y a un pays qui promeut par exemple un monde multipolaire, actuellement c'est quand même la Russie, en ne soutenant pas les puissances occidentales en Syrie ou ailleurs et tout. Chaque fois qu'il y a quand même... Il y avait une émission en Russie, vous avez passé par exemple un film sur le 11 septembre à grande heure d'écoute, avec à la fin des invités comme Thierry Messant, des gens comme ça, et tous les Russes ont vu ça. C'est des choses... Vous avez des satellites russes en permanence au-dessus des États-Unis, en l'occurrence au-dessus du Pentagone, avec des photos. Ils ont donc des photos du 11 septembre 2001.
Pourquoi ils ne délivrent pas ces photos du 11 septembre 2001 où il y a un avion qui s'écrase sur le Pentagone? Ils ne le font pas. Puisqu'il y a un avion, hein, c'est les Américains qui le disent. Il y a un avion qui s'est écrasé sur le Pentagone et les satellites russes qui sont au-dessus du Pentagone ont photographié dans cet avion qui a su zigzaguer entre les lampadaires et voler en rase-mode pour heurter le Pentagone. Les Russes ont photographié ça seconde après seconde et moi j'attends ces photos. Hein. Parce que vous en parlez dans votre livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, vous parlez de ce que certains ont pu croire qu'il s'agissait d'une alternative, c'est l'axe Paris-Berlin-Moscou. Vous ne croyez pas du tout à ça, c'est-à-dire l'idée qu'il puisse y avoir une autre vision de l'Europe, même en termes juste d'intérêts qui sont divergents et du coup qui permettent là, sur cette logique-là de s'ancrer d'aller vers autre chose. Quoi, Alors, il y a peut-être plusieurs réponses à donner. L'axe Paris-Berlin-Moscou, où vous avez eu officiellement Chirac, Schröder et Poutine former un axe qui apparemment s'opposait à la politique impérialiste, pour reprendre les termes de la politique américaine. Alors ce qu'on ne sait pas en France, c'est que l'Allemagne nous a poignardé dans le dos. Dans mon livre La décomposition des nations européennes, je crois que je suis le seul, du moins en langue française, à avoir apporté cette preuve. Le 27 février 2004, Gerhard Schröder s'est rendu à Washington, il a rencontré le président Bush fils pour signer un document intitulé Alliance germano-américaine pour le XXIe siècle. Le texte était en version anglaise sur le site de la Maison Blanche, la version allemande sur le site du gouvernement fédéral allemand, que j'ai publié dans les textes d'origine dans mon bouquin. Et vous avez le Herald Tribune, alors les journaux anglo-saxons et allemands en ont parlé, et le Herald Tribune du 1er mars 2004, sous la plume de John Vinocourt, a donné les raisons de cette réconciliation germano-américaine. À ma connaissance, il n'y a pas eu un mot dans la presse française. Donc l'Allemagne a joué un double jeu. Il faut déjà, vous savez, il y a deux choses. La première chose, c'est que la politique allemande, peu importe la régime politique, c'est souvent caractérisé par le double jeu. Oui, vous le dites, ça c'est une tradition de la politique allemande, double jeu. Et la deuxième chose qui devait amener une prudence, c'est que l'Allemagne, les élites politiques allemandes sont à l'origine de tous les textes clés de la construction européenne, en vue de la création d'un pilier européen, lui-même rentrant dans un axe euro-atlantique. Or, au sein du TPN, le Transatlantic Policy Network, donc réseau politique transatlantique, cet institut euro-américain, pendant des années, était soutenu et appuyé par les Allemands, Elmar Brok et Erich Hamann, CDU et SPD, enfin c'est interchangeable tous ces partis-là. Et donc, se dire comment l'Allemagne, qui a fait pendant des années une politique de construction européenne, de partenariat transatlantique, peut subitement tout lâcher. Si elle le fait, ou si elle l'avait fait, ça aurait voulu dire que vraiment c'était un changement radical de politique. Tout ce travail immense ayant nécessité des années d'efforts, tout d'un coup on lâche tout. Il y a l'expression lâcher la proie pour l'ombre. Donc déjà, on pouvait être prudent sur ce changement. Je n'exclus pas, en revanche, qu'il y ait un retournement de l'Allemagne parce que les relations germano-russes ont toujours été des relations profondes, avec des moments de guerre, évidemment, mais les relations germano-russes remontent déjà à l'Empire russe avec Pierre Ier le Grand et de la colonisation germanique en Russie. Donc il y a des liens très profonds. Mais l'Allemagne a une position géographique au cœur de l'Europe qui s'appelle la Schaukelpolitik, la politique de la balançoire. Elle doit jongler aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Elle peut commettre l'erreur de mettre tous les œufs dans le panier côté ouest et rien côté est, et inversement. L'intelligence, et c'était Bismarck en fait qui avait cette intelligence, de jongler entre l'est et l'ouest. Il disait, lorsqu'on l'encourageait à faire une politique coloniale, il montrait le cœur de l'Europe, il disait l'Angleterre et la France sont là, la Russie est là, et nous on est au milieu. C'est ça ma politique coloniale. Et le but de l'Allemagne, c'est de jongler entre les deux. En revanche, il se peut que les dirigeants allemands misent sur un mauvais panier
Et peut-être, oui, peut-être se retournent complètement du côté russe, mais ils vont dégarnir leur façade occidentale et peut-être en payer les conséquences. C'est politique de l'équilibre. Voilà. Normalement, ils devraient jongler entre les deux piliers, le monde anglo-saxon et le monde russe. Mais ils peuvent commettre des impairs, et on est sur Terre, les impairs, ça existe. Mais je sais quel homme politique allemand a déclaré qu'ils allaient obtenir par l'économie ce qu'ils n'avaient pas pu avoir par la guerre. Joschka Fischer, Risiko Deutschlands, le risque Allemagne, le risque de l'Allemagne. Obtenir par la voie politique, juridique, je ne sais plus exactement, ce que deux guerres mondiales n'avaient pas pu. Voilà. Et je rappelle les propos Rudolf von Taden, qui était le chargé de relations franco-allemandes au temps du gouvernement Schröder, qui, dans un article du Figaro de 2003-2004, a dit, c'est mot à mot presque ça, pour construire l'Europe, il faut défaire un peu la France. Aucune condamnation et réaction du gouvernement français, puisque c'était un représentant du gouvernement allemand au sein de l'équipe Schröder. Rien. Les hommes politiques français ont baissé leur froc comme d'habitude, mais ça c'est une tradition. Mais ça serait une chose différente, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des élites actuelles allemandes qui seront pour une Europe allemande, et pas forcément une Europe mondialiste ou une Europe anglo-saxonne, ce qui est déjà différent. C'est un peu la question que beaucoup de gens se posent souvent, même dans vos travaux, c'est est-ce que par exemple, donc c'est beau pour les Allemands, mais peut-être pour les Chinois aussi, est-ce qu'un Chinois qui est dans la trilatérale, c'est pas avant tout un Chinois qui utilise les instruments qui sont à sa portée pour faire une politique chinoise? Et pareil pour l'Allemagne. Maintenant, vous avez expliqué très bien tout à l'heure comment la BCE devenait un petit peu la banque... c'est la Bundesbank européenne. Voilà. Donc est-ce que finalement des gens qui... Même dans leur inconscient, ils savent très bien, les Allemands, ce dont ils ne peuvent pas parler, mais justement, ils ont été humiliés, ils sont, s'il y a un peuple élu, il fallait un peuple déchu, donc eux, ils sont tout en bas, ils savent très bien, je pense, au niveau inconscient, peut-être certains, ils attendent le moment où... Ça, en fait, en histoire, une chose est sûre, rien n'est à exclure. Donc je n'exclus pas du tout une possibilité d'un retournement, mais pour le moment, il semble tenir le cap. Par exemple, je parlais lors d'une conférence du partenariat transatlantique. Le dernier document qui a été mis en place, et tous les documents sont sur le site de la Commission européenne, c'est le CET, Conseil économique transatlantique, qui a été lancé en 2007 côté européen, par l'Allemagne, Angela Merkel. Et actuellement, c'est un commissaire européen qui s'appelle Karel de Gucht, qui est au sein du CET, et son homologue américain s'appelle Froman. Je crois que c'est Froman. Et donc on voit que l'Allemagne vraiment est toujours engagée dans cette politique, mais je dis, c'est la politique de la balançoire. Il y a le monde russe, et il y a aussi le principe de l'interdépendance, qui fait que il y a une telle interdépendance économique, financière, que couper les liens avec certains, c'est tôt ou tard se ramasser une casserole dans la figure. On ne peut plus vivre indépendamment, on ne peut plus se couper sans être trop dur. Le Bangladesh peut disparaître sous les eaux, c'est triste, mais économiquement, ça n'a aucune importance. Problèmes économiques qui vont aller grandissant aux États-Unis, financiers, ça aura des répercussions sur l'Allemagne, le monde russe, le monde chinois. Et inversement, des problèmes en Chine, ça aura des répercussions sur les États-Unis. Chacun se tient par la barbichette, et donc il ne faut pas trop tirer sur la corde. Il n'y a pas de boulevard où les panzers foncent à toute allure. Il y a des moments où il faut y aller. Justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des puissances justement, qui seraient encore non alignées, qui pousseraient dans le sens d'un monde multipolaire, et qui se disent, on peut pas... Alors peut-être le Venezuela, je pense que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, la Russie, vous n'êtes pas d'accord non plus. Mais... multipolaire, comment peut-on être multipolaire quand on crée l'Union eurasiatique supranationale faisant le pont entre l'Union européenne et l'Asie-Pacifique, comme le dit Poutine. Supranationale, il aurait dit une Union eurasiatique d'États souverains, là oui. Supranationale, il a prononcé le mot qu'il ne fallait pas. Supranational. Qui dit supranational dit antinational, donc anti-russe. Coopération d'État étroite, oui. Supranational, c'est le mot qui tue. La Russie, c'est un empire, donc elle n'a pas de limite
peut considérer que justement les Occidentaux, les Européens de l'Ouest, affaiblis par le monde anglo-saxon, deviennent une espèce de périphérie qu'ils peuvent essayer de ramener dans leur sphère d'influence. Ah, ça, c'est possible. Parce que quelle est la forme entre l'Eurasie et puis l'Union Euro-Atlantique? Enfin, voilà, c'est peut-être deux choses qui s'opposent au bout d'un moment. Tout se joue au niveau de l'Ukraine. D'ailleurs, c'est ce que disait Brzezinski dans son bouquin Le Grand Échiquier, que l'Ukraine était le pivot, celui qui arriverait à garder l'Ukraine dans sa sphère d'influence à un coup d'avance. Pour le moment, l'Ukraine aurait tendance à rester sous la coupe russe. Là, les révolutions spontanées, qui en fait ne sont pas du tout spontanées. Qui ont eu lieu peu après la sortie du livre de Brzezinski. Oui, c'est curieux, mais enfin, comment peut-on croire je pense toujours à ce grand diplomate pourri jusqu'à l'os, mais conscient du réel, qui s'appelait Charles-Maurice de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. Bon, ça, principe Orangina, ça fonctionnait. Et ça fonctionne toujours parce que finalement, c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures et les gens se font toujours avoir, pour rester poli. Et la Russie a une armée de plus en plus forte. Vous avez un Occident qui est désarmé, des Européens efféminés. Ce ne serait pas un jour étonnant qu'un jour il y ait une poussée russe vers l'ouest. Oui, mais donc ça, c'est... Parce que pour vous, c'est inéluctable, la fusion des grands blocs qui vont se constituer. La finalité, c'est de faire du monde une région-monde, d'une humanité unie, interchangeable. C'est la finalité, c'est l'utopie mondialiste d'un être humain indifférencié. Voilà. Mais pour y arriver, il faut des guerres, c'est une perversion la plus complète. Mais vous êtes persuadé qu'on... J'aime bien Gengis Khan. Il était rude. Gengis Khan. Oui, il était rude, mais au moins il était simple. Oui, puis on savait ce qu'il voulait. Voilà. Alors que là, c'est un putride. Mais pour vous, il y a quelque chose d'assez linéaire dans votre analyse. On a l'impression qu'on y va forcément. Il n'y a pas de possibilité qu'à un moment donné, l'histoire prenne une autre forme. Quoi. Vous avez mon livre, La marche irrésistible du gouvernement mondial, avec l'expression Destination Babel. D'ailleurs, pour information, il est épuisé, mais janvier 2013, il est réédité comme mon premier livre, Minoritaire journaliste. Pourquoi j'ai mis Destination Babel? Pour faire joli? Parce que normalement, la marche irrésistible d'une valeur mondiale, ça donne une impression de linéaire, ligne droite, des Panzers qui arrivent jusqu'au bout. Et Destination Babel, c'est pour indiquer l'échec, ça va échouer, l'aspect mystique qui est le fond de la chose, et le renouveau. Mais un renouveau sur... Voilà. C'est en fait, Destination Babel, deux mots pour indiquer une mutation, un fond religieux, le noachisme. Puis il m'est arrivé quelquefois dans le livre d'utiliser des jeux de mots qui nécessitent peut-être une culture religieuse pour comprendre, parce qu'on ne peut pas écrire mot à mot. Voilà. Alors c'est un petit jeu pour ceux qui peuvent trouver des passages. Le fond métaphysique, on va y venir en fait, parce que donc on a vu la vision régionale, nationale et européenne, donc maintenant la vision universelle, donc c'est comme toute idéologie, il y a une métaphysique derrière, et maintenant, donc on a vu dans la conférence que vous avez donnée tout à l'heure, on semble que vous allez orienter vos travaux plus là-dessus, ou je sais pas, vous avez vraiment commencé à nous montrer un petit peu l'arrière-fond, et donc qu'en est-il, quelles sont donc les sources du mondialisme, un petit peu selon vous, comme vous avez expliqué tout à l'heure? Sources et conséquences. Le mondialisme, c'est un messianisme. Le messianisme qui repose sur l'idéal de la synagogue, unifier le genre humain sous les lois du noachisme, qui sont donc, je le rappelle, le fait d'avoir des magistrats, et les lois du noachisme, les 6 autres, qui défendent le polythéisme, qui refusent le vol, l'inceste, l'homicide, le fait de manger le membre d'un animal vivant, puis j'en oublie un 6e, qui me reviendra après, et imposer les lois du noachisme pour l'humanité entière, sauf pour les juifs, qui eux seront régis par les lois du mosaïsme, la loi de Moïse, et de faire du peuple d'Israël le peuple prêtre, intermédiaire, le cœur de l'humanité, pour reprendre l'expression du rabbin Ben Amozeg, entre les gentils, les non-juifs, et le Dieu unique. Et c'est ça en fait. Alors durant la conférence, vous avez parlé d'un document officiel qui reprend... Oui. Est-ce que vous pouvez nous le montrer ça? Alors c'est un document que tout le monde peut trouver sur Internet,
le noachisme qui a été adopté par le Congrès des États-Unis le 26 mars 1991, dans le cadre de l'Education Day, jour de l'éducation, avec sous la direction entre autres du rabbin Menachem Mendel Schneerson. Donc je mets cette première page qu'on peut retrouver, donc c'est le Congrès des États-Unis qu'on peut retrouver sur Internet et rétablir, faire en sorte que les lois du noachisme soient le socle de la société américaine. Et c'est un principe donc qui doit être étendu à l'échelle planétaire. Donc on a un exemple concret de cette mise en pratique qui va maintenant s'accélérant, que ce soit d'un point de vue temporel ou spirituel. Donc au-delà de tout ce que vous aviez décrit dans vos précédents livres, c'est-à-dire toute l'architecture, un petit peu les empilements, on va dire, un peu technokratiques de l'Union européenne, ça et tout, au-delà il y a une vraie vision, mais qui commence à quel moment dans l'histoire en fait, et parce que ces gens, s'ils ont cette vision-là, ils se la transmettent de génération en génération. Enfin, comment Il y a une tradition rabbinique. Alors la source, c'est au sein de la tradition rabbinique le refus de reconnaître le Christ comme le Messie. Et donc de le combattre, et de combattre l'Église. L'Église qui est, selon l'expression consacrée, l'épouse mystique du Christ. Pendant des siècles, l'Église a eu le dernier mot, et la synagogue était tenue en respect. Et puis les choses ont commencé à se dégrader au moment de la Renaissance et la Réforme, où c'est la mise en valeur de l'homme, mais d'une manière atténuée. Il faut toujours, pour changer les choses, il faut y aller par cuillerée, par petites touches. Et là, l'accélération foudroyante, c'est Vatican II. C'est là qu'il faut lire les mémoires de Gerhard Reckner, qui était un juif allemand, avocat allemand, qui était le secrétaire du Congrès juif mondial, et qui raconte très bien comment le Congrès juif mondial, outre son action en faveur des droits de l'homme, et je rappelle que les droits de l'homme, c'est un noachisme appliqué, approfondi, outre cela, et donc que ce soit la Charte des Nations Unies à San Francisco, la Déclaration universelle des droits de l'homme, un rôle éminemment important du Congrès juif mondial dans cette affaire, le rôle du Congrès juif mondial et de Gerhard Reckner dans Vatican II pour mettre en place le document Nostra Aetate, qui est le document qui reconnaît les Juifs à part entière et qui remet à l'honneur la synagogue, et finalement qui fait que l'Église se transforme en synagogue, c'est-à-dire va abandonner de plus en plus ses principes, entre autres la Trinité, la Sainte Trinité, en faveur d'un Dieu unique, le monothéisme. Et on y est, puisqu'il est très intéressant de voir, de lire dans le mémoire de Gerhard Reckner, toute la politique qui réussit. Ce qui fait que, par exemple, un détail tout simple, vous avez le cardinal Lustiger, qui est un juif converti, mais vous avez les juifs convertis, réellement convertis, les frères Lehmann, Ratisbonne, le rabbin Drac, qui est devenu catholique, et je pense aussi au prêtre François Lieberman, qui était le président, le patron de la congrégation du Saint-Esprit, qui ensuite a été dirigée dans les années 60 par Monsignor Lefebvre. François Lieberman était à l'origine un juif, réellement, sincèrement converti. Puis il y a d'autres qui se convertissent double jeu. Et dans cette affaire, François Lieberman, qui donc est un prêtre réellement, sincèrement converti au catholicisme, et puis de l'autre, vous avez ceux qui se convertissent faussement, et c'est le cas du cardinal Lustiger, qui avait demandé que pour son enterrement à Notre-Dame, il y ait auparavant la prière sur le parvis de Notre-Dame, la prière juive du Kaddish. Et ben ça, c'est le noachisme. C'est-à-dire qu'en fait, la religion mère reste le judaïsme, et une subdivision, le catholicisme d'Israël, pour reprendre l'expression du rabbin Ben Amozek, texto dans son livre Israël et l'humanité, eh bien on enterre ensuite, en fonction de la maison, de la religion secondaire, qui est le catholicisme d'Israël, la maison mère restant le judaïsme, d'où la prière du Kaddish. Voilà, c'est... Ça me rappelle une fois une discussion que j'ai eue avec un rabbin qui me parlait assez vite du noachisme, ouvertement, et qui me disait même que en fait, pour lui, le temple des Juifs, le temple d'Israël, de Jérusalem, serait reconstruit, oui, mais par les goïs. C'est-à-dire que pour lui, il me disait que ce serait les goïs eux-mêmes qui demanderaient à reconstruire ce temple, en fait, quoi.
Et ça fait penser aussi à ce que dit Jacques Attali, qui propose Jérusalem comme capitale de la gouvernance mondiale. Oui, c'est jamais. C'est-à-dire que c'est quelque chose, à la fin, on sera peut-être tellement laminé qu'on le demandera nous-mêmes. Enfin, en fait, c'est finalement. C'est ça l'aboutissement de ce processus du noahisme. C'est une judaïsation des esprits, mais attention, précision, pas une conversion au judaïsme. Ils sont d'accord pour une conversion de quelques individus, mais d'ailleurs, le rabbin Ben Abezek le dit bien, il faut que les juifs conservent leur spécificité. Donc, un converti, je veux bien, en fait, ils ne sont pas pour l'immigration, il ne faut pas charrier. Un immigré, oui, un bon goy qui se convertit, d'accord, mais 7 milliards de goy qui se convertissent, il ne faut pas charrier, les mecs, on veut garder notre spécificité, donc là, ce côté-là, l'ostracisme à fond la caisse. Et donc, le noachisme est la religion universelle, encadrée par le peuple prêtre. Tout le programme est annoncé par le rabbin Ben Abezek, qui lui-même n'est que le porte-parole d'une longue tradition rabbinique qui remonte à, j'allais dire Mathusalem, mais sans dire Mathusalem, au rabbin Isaac Luria du XVIe siècle. Est-ce qu'on pourrait relier ça au pharisianisme, aux pharisiens eux-mêmes peut-être, qui ont été combattus justement par Jésus et les premiers chrétiens? Il avait même une expression pour ça, le Christ, il parlait des pharisiens, des sépulcres blanchis. Oui. Parce qu'à quel moment émerge cette idée d'une idéologie universelle qui serait... Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu le catholicisme en face, qu'ils se sont dit là, il faut aussi une machine de guerre universelle? C'était la réaction. Voilà. À ce moment où ils ont vu le système se mettre en place, le concurrent, c'était un combat. Et d'ailleurs, il y a une remarque. Durant l'Empire romain, d'abord, dans l'Empire romain, vous avez eu la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, dispersion du peuple juif. Et puis vous avez eu en même temps les chrétiens qui ont été persécutés, C'est curieux, j'ai toujours lu que les chrétiens avaient été persécutés dans les amphithéâtres, Rome, etc. Est-ce que vous avez entendu la même politique de persécution en dehors de 70 après Jésus-Christ, à l'égard des Juifs dans l'Empire romain, mis à part quelques cas individuels, j'entends. Est-ce qu'il y a eu une persécution de masse? J'ai jamais lu ça. Alors peut-être que ça existait, donc dans ce cas-là, j'aimerais trouver les ouvrages qui en parlent et qui combleraient mes lacunes. Je suis tout à fait partant. Mais c'est curieux, il ne me semble pas avoir lu qu'il y a eu des persécutions de masse anti-juives. En revanche, les persécutions anticatholiques faites par les empereurs romains, alors là... Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne suis pas tombé sur les bons livres. Il y a des études aussi sur les collusions, par exemple, entre même l'empereur Julien et certains milieux juifs, c'est-à-dire entre ceux qui voulaient rétablir le polythéisme et puis certains juifs qui justement voulaient contrer l'ascension du christianisme. Peut-être, oui. Donc je reste prudent, mais ce serait intéressant de voir pourquoi certains, à première vue, se sont fait taper plus que d'autres. Donc cette idée d'une religion universelle et monothéiste, mais qui ne serait pas entièrement la religion entière, finalement la religion entière serait pour eux et nous on aurait une sorte de succédané un peu amputé, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on est une parcelle de la divinité, une étincelle, je crois que c'est le terme qu'ils utilisent, une étincelle, et la réunion de tout ça est portée au pinacle par le peuple prêtre qui offre comme une offrande au Dieu unique l'humanité entière. Voilà, comme une offrande, un sacrifice. Et vous avez dit... Espérons qu'il ne soit pas sanglant. Oui. Et c'est à ce moment-là que vous avez expliqué que la divinité peut redescendre sur terre. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'arrivée du Messie. Voilà, c'est qu'à partir du moment où tout est arasé et formaté en fonction de leur vision, du noachisme, etc., là, il ne reste plus qu'à couronner avec l'arrivée du Messie, du roi juif, finalement, du roi des Juifs. Alors si on est juif, effectivement, c'est le Messie. Si on n'est pas juif, c'est Satan, l'Antéchrist. C'est soit. D'où la fameuse prière en faveur du retour du Messie, le dimanche 23 septembre 2012, par toutes les communautés juives du monde, pour appeler donc à l'arrivée du Messie. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils estiment que l'organisation du monde est matériellement et spirituellement assez avancée pour être couronnée par
l'être suprême, un ange de lumière. Est-ce que vous pensez que, enfin, le noakisme, enfin, ce terme émerge à quelle époque en fait? En fait, ça se réfère à Noé, l'homme juste qui est resté fidèle à la parole du Dieu unique, et donc voilà, c'est à partir de là. Voilà. Mais parce que finalement dans l'histoire on a pu avoir d'autres versions de cette idée-là un peu de noachisme. Par exemple l'islam fait penser un peu à une chose comme ça, c'est-à-dire l'islam émerge à un moment donné pour contrer l'empire byzantin qui Il a même détruit. Et l'a même détruit. Et comment dire, et fait penser aussi à une forme de christianisme, sans rite presque. Enfin, c'est-à-dire, le seul rite, c'est la soumission à un Dieu unique. Il n'y a pas de baptême et il n'y a pas de choses comme ça. Donc finalement, on est, au départ, ça peut être un peu quelque chose de similaire, quoi, créé dans des milieux qui voulaient combattre le christianisme, fabriquer un universalisme pour enrôler les gens contre un autre universalisme. Une arme de guerre. Une chose est sûre, c'est que l'islam, d'un point de vue purement factuel, c'est une religion monothéiste, il n'y a pas de clergé. Bon, ça correspond tout à fait au principe du noachisme, donc se heurte pas. La seule religion qui les enquiquine, et le mot est faible, c'est le catholicisme. Le protestantisme n'étant qu'un judaïsme christianisé. Là aussi, c'est très utile, il faut quelquefois détruire un peu, mais pas trop, pour détruire par étapes. Il y a quelques années, je parle de ça parce que vous aviez évoqué l'idée, mais peut-être que ça a mal été compris, que l'islam résistait au nouvel ordre mondial en fait. Oui, parce qu'il y a encore des valeurs dans l'islam qui font que Secret Story a moins de chance dans, pas tous les musulmans, mais moins de musulmans qu'en Europe. Secret Story et autres émissions des militants. Donc il y a encore chez les musulmans une certaine tenue, une certaine droiture, voilà, ce qui fait qu'il faut changer cet islam pour les rendre aussi imbéciles et délabrés que l'européen ou le nord-américain. Voilà. D'ailleurs, ça a été dit dans la revue américaine AFJ de Ralph Peters, qui dit, outre le monde musulman décomposé en fonction de critères ethniques et religieux, il faut créer un Vatican de l'islam avec un conseil tournant. Voilà, un conseil tournant qui en fait va discuter et interpréter à sa sauce un islam qui sera digeste à la sauce mondialiste, plus mercantile. Mais malgré ça, au final, le véritable ennemi pour vous reste, pour le véritable ennemi des mondialistes reste le catholicisme. Même si actuellement les catholiques sont à terre. Eux, ils sont humainement à terre. Oui, et d'où la volonté de détruire le sacerdoce, et normalement ils ont réussi depuis le 18 juin 1968 avec la réforme de sacrement, enfin pas le sacrement, mais les formules pour ordonner et sacrer ordonner les prêtres et sacrer les évêques, Pontificalis Romani. S'ils ont fait leur prière du 23 septembre 2012, c'est qu'à mon avis, ils estiment avoir gagné l'essentiel. De toute façon, sur toutes ces questions, on renverra à la conférence que vous avez fait avant, vous avez amplement développé ça. Oui, il fait des citations. Je me suis référé uniquement à ces représentants, à ces hauts représentants, soit du monde rabbinique, soit du monde politique juif, et je ne fais que reprendre. Et j'insiste là-dessus, il faut bien établir la distinction entre les idées et les hommes. Combattre les idées, c'est pas combattre les hommes. L'antisémitisme est une faute. Mais combattre les idées, oui. Oui. Vous avez parlé aussi de Brzezinski. Zbigniew Brzezinski a parlé récemment dans un discours de la possibilité qu'un activisme populiste puisse devenir une menace au contrôle extérieur. Enfin, au contrôle extérieur qu'ils exercent sur les sociétés, notamment européennes. Est-ce que vous pensez que c'est une probabilité ou c'est... Parce que si quelqu'un comme ça en vient à le dire, je crois que c'était... Au Canada. Ouais, voilà. Ouais. Toronto, Montréal, je ne sais plus. Oui, effectivement. Une chose est sûre, c'est que quand même, il y a des gens qui se rendent compte que les choses ne sont pas très claires. Vous ne croyez pas qu'on pourrait, à un moment donné, faire la jonction entre des vrais mouvements populistes, enfin, qui sont organisés politiquement, et puis une vision
telle que vous la défendez vous? Parce que chaque fois on a l'impression qu'on a toujours les deux qui sont séparés, c'est-à-dire un peu la tête et le corps, quoi. Oui. Donc, et jamais on arrive À réunir les deux. à la réunion des deux, c'est-à-dire des gens qui agissent au nom de principes simples, et aussi des gens qui, pas juste des gens qui réfléchissent, et juste des gens qui agissent séparés. L'idéal, c'est les deux. Ah oui. Mais je crois que pour qu'il y ait la jonction des deux, il faut d'abord un grand malheur. Quand on a l'estomac vide, on est moins léger, on est moins futile, et on souffre, et on réfléchit plus facilement. Et donc on sera peut-être plus réceptif à certaines valeurs, mais il faut passer d'abord une période de disette. Mais quand on peut encore manger, et s'habiller, et se chauffer, c'est un peu limité. Non, il faut vraiment Dieu sait, je m'en passerai, mais il faut malheureusement une période de chaos. Pour revenir au réel, presque. Il faut le réel, c'est... Les esprits sont déstructurés et futiles. Il faut que les gens souffrent. Et quand on souffre, on mûrit. Et quand on est mûr, on est moins léger, plus profond. L'avantage, entre guillemets, de ceux qui sortaient des camps de concentration nazis, il y avait des juifs, il y avait des prisonniers, il y avait de tout. Mais ils avaient tous un point en commun, ils étaient mûrs. Et un morceau de pain, qu'on soit juif, déporté homosexuel ou résistant communiste, etc., un morceau de pain, ça avait de la valeur. Voilà. Il faut des trucs comme ça. Ouais. Très bien. Oui, j'aimerais convenir juste sur une chose, c'est en fait, vous avez évoqué à un moment donné, pareil, on le voit dans la conférence, sur en fait, finalement, les lignées, en fait, parce que c'est-à-dire des familles entières, en fait, qui en fait, en façade étaient devenues un petit peu de l'aristocratie européenne, mais derrière vivaient selon des principes qui étaient les leurs, en fait. Avec tous les cas de figure intermédiaires, parce que c'est tout en nuances, en kaléidoscope. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, comment, par exemple, vous défendez quand même plutôt la monarchie, finalement, et vous avez expliqué que ces liens arrivaient jusqu'à Louis XVI, par exemple. Puisque, oui, Louis XVI, le malheureux Louis XVI, avait un grand-père, donc roi de Pologne, Auguste III, qui avait été le parrain de Jacob Frank, juif faussement converti au catholicisme, qui a donné le franquisme. Et donc on voit les idées délétères, la mentalité délétère d'Auguste III, de sa cour, quand on sait qu'Auguste III a une fille, Marie-Joseph de Saxe, qui a été donc imprégnée, qui a baigné dans cette atmosphère mauvaise, et qui a donc fatalement contaminé ses enfants, dont Louis XVI et Louis XVIII. N'en parlons pas, Louis XVIII c'était le pire. Il a lui-même lutté contre son frère pour osciller la branche sur laquelle il était assis. Donc on voit, puis je pense à l'abbé Vermandois, qui était l'aumônier de Louis XVI, qui était grand officier du Grand Orient de France. Et il faut lire, là je demande à ceux qui nous écoutent, de lire l'ouvrage magistral de Monseigneur de Lassus qui date de 1910, mais qui modernité, la conjuration antichrétienne. Et c'est d'une profondeur, ça se lit parfaitement, très bien référencé, et c'est là d'ailleurs que j'ai appris l'existence de ce prêtre aumônier de Louis XVI, Vermandon, qui était donc Grand Orient de France. Mon Dieu, pauvre Louis XVI. On comprend, et puis lui-même était contaminé par ces idées-là. La meilleure définition qui a été donnée de lui, c'est Jacques Mainville, qui a dit que Louis XVI avait été le premier démocrate chrétien. Et moi je pense pour finir peut-être là-dessus, mais c'est en fait cette idée que finalement si tout est pourri, si les élites ont été pourries, si l'Église même a été pourrie. Je vois votre suite. Donc il faut trancher il faut amputer en fait d'une certaine manière. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire la seule alternative qui est, c'est en fait une forme de national-populisme où on ne se réfère plus du tout aux élites en place d'aucune manière. Mais il faut des élites. Mais est-ce qu'elles émergeront naturellement? Enfin, elles sont latentes dans le peuple. Finalement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des preuves, elles se révéleront à ce moment-là. Oui. Plutôt que de toujours attendre, de croire qu'il peut y avoir des choses. Mais l'élite, attention, là je tiens à le préciser, ça peut être un grand bourgeois, comme le fils du clochard. Et je vais dire, Dieu merci, l'élite n'a rien à voir avec l'origine sociale, l'élite n'a rien à voir avec la couleur de peau, n'a rien à voir avec le niveau d'études. Vous avez tout le cas de figure, l'élite, fils de grand prince, fils d'ouvrier, fils de paysan, tant mieux. Et dans le renouveau, eh bien, il faudra trouver dans peut-être des personnes d'origine sociale modeste
la nature qui a produit une élite, un homme, une femme qui émerge du lot, et hop, il faudra le propulser et dire maintenant tu nous diriges. Parce que la nature t'a donné des qualités d'intelligence, de personnalité. Et d'ailleurs, de toute manière, c'est toujours dans le malheur que les forts émergent. Toujours. Ça, vous avez un effondrement de la masse, affolé, et puis vous avez quelques-uns qui émergent parce qu'ils ont de l'étoffe, ils ont du charisme, ils sentent, et tout naturellement, comme un aimant, tout le monde se rapproche à eux. Voilà, tant mieux. L'élite se régénère sur de basses scènes. Mais auparavant, il faut désherber. Oui. Il faut y aller. Et eux qui se transmettent le flambeau de génération en génération d'une certaine manière. C'est-à-dire, ce sont presque des familles. En fait, c'est une sorte d'aristocratie du mondialisme. De contre-noblesse, enfin de noblesse inversée en fait. Noblesse du mondialisme, ouais. C'est la nuit du 4 août n'a pas été supprimée pour tout le monde. Hein. Ça. Mais ce sont des lignées entières de gens comme ça. Voilà. Vous avez regardé la lignée des hommes politiques américains, les Bush, les Kennedy. Il y a des lignées, les Roosevelt, on sent il y a une tradition, et puis tout ce qui tourne autour des députés du monde de congrès, il y en a qui remontent à des générations. Il y a des aristocraties comme les patriciens au temps de l'Empire romain. Et l'Empire romain, actuellement, c'est l'Empire américain, mais période bas empire. Hein. Ouais. Et puis période, pas avec des patriciens romains qui gouvernent, on va dire. Ah non. Bon ben voilà, on finira là-dessus. Merci Pierre Hillard pour... Merci.